Alors, nous commençons donc ce dernier panel ayant pour thème applications innovantes et nouveaux terrains. On amorce donc la présentation de Mathieu Ballé, François Corrène et Frédéric Dion, qui vont nous parler justement d'un terrain peu orthodoxe, les séances d'hypnose de rue, pour voir comment les approches CCO, la question des processus organisants et des formes organisées peuvent s'appliquer à une manifestation qui est les séances d'hypnose de rue. Alors, la parole est à vous, messieurs. Donc, le titre de la présentation, c'est Processus organisant et formes organisées, le cas des séances d'hypnose de rue. Je suis étudiant au doctorat en communication à l'Université de Montréal, sous la direction du professeur François Corrène, qui est donc le deuxième auteur sur la présentation, et avec également Frédéric Dion, qui est aussi étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, sous la direction de François. Donc, initialement, ce papier part des données qui proviennent des séances d'hypnose de rue que j'ai étudiées sur mémoire de maîtrise. Et comme je sais que le mot hypnose est un mot très intriguant et très particulier, je vais tout de suite, on va tout de suite plonger là-dessus, évidemment. Voilà. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas au complet? Peu importe. Voilà. Donc, l'hypnose de rue, c'est une activité particulière qui s'est développée il y a probablement il y a une dizaine d'années. C'est très difficile de tracer exactement parce qu'il n'y a pas d'historique. C'est une pratique amateur ou des gens qui ont appris l'hypnose en lisant des livres, en regardant des vidéos, en regardant ce que faisaient les hypnotiseurs de spectacle, proposent des séances d'hypnose aux passants dans la rue. Donc vraiment, vous voyez, c'est une photo que j'avais prise pendant mon terrain. C'est des gens qui ont des panneaux avec hypnose gratuite. Parfois, ils interpellent directement les passants en disant: est-ce que vous voulez vivre une séance d'hypnose? Et au départ, pour mémoire de maîtrise, j'ai observé d'autres phénomènes. Il y a quelque chose qui était plus lié à l'hypnose, au phénomène hypnose elle-même. Mais avec le recul, plus en me familiarisant avec les approches. Ah, j'ai un problème d'écran, de deuxième écran, excusez-moi. En me familiarisant avec les. Est-ce que vous voyez mon deuxième écran ou est-ce qu'il a sauté? Ah non, on voit bien. C'est bon. En me familiarisant avec les CCO, il y a des voix derrière. Pardon? On entend des voix derrière. Oui, il y a quelqu'un qui parle en fond. Ok, Je crois que c'était Camille. pas de problème. Donc, en approfondissant les CCO, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était très intéressant du coup dans l'hypnose de rue, c'était ce contact, cette genèse, c'est-à-dire une première interaction sans précédent entre les deux personnes. Et donc, la réflexion qui était derrière, c'est de se dire, est-ce que une séance d'hypnose de rue suit un certain processus, suit une certaine dynamique, suit une certaine forme, à une certaine forme d'organisation. Donc, est-ce qu'en observant comment l'interaction se passe entre l'hypnotiseur qui interpelle le passant et le passant qui accepte, on peut plutôt regarder les séances quand les personnes acceptent, comment est-ce que une forme organisée se crée entre deux personnes qui n'ont jamais eu d'interaction au préalable, pour essayer un petit peu de... moi, dans ma tête, il y a toujours un petit peu dans la communication organisationnelle, l'idée peu la poule l'œuf, donc essayer de regarder qu'est-ce qui se passe au tout début. Donc voilà, l'hypnose de rue était une occasion assez intéressante d'observer ce premier contact, cette toute genèse d'une forme organisée au sens large. Et puis, pour la partie plus théorique, je vais passer la parole à François. Oui. C'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... on commande dans l'article, en fait, deux littératures. Enfin, une qui est basée sur les travaux de Arne et Brunson, que vous connaissez peut-être, sur l'ordre décidé, c'est-à-dire cette idée de quasi-organisation dont nous parlent ces deux auteurs. Et ils disent en fait, on peut analyser des organisations classiques, mais aussi on peut analyser ce qu'ils appellent des sortes de quasi-organisations. Et pour eux, dès que en fait un ensemble a certaines de ses propriétés qui sont ici listées, c'est-à-dire des membres, une hiérarchie, des règles, une surveillance et des sanctions, il y a des sortes de proto-organisations qui sont en train d'émerger. Donc ça, c'est une première littérature que vous connaissez sans doute. Et la deuxième littérature qui est plus proche de nous, d'une certaine manière, c'est celle de Dobush et Schönborn,
hein, qui, en s'inspirant de l'approche CCO, essaie de montrer en fait aussi comment certains groupes, certains collectifs tentent de se présenter comme étant des organisations. Et donc il y a des sortes de degrés d'organisationnalité qu'on peut aussi, en quelque sorte, évaluer à travers cette idée. On pourrait aussi mentionner, on le mentionne dans l'article aussi, les travaux de McPhee, hein, sur qu'est-ce qu'il faut pour avoir une organisation avec les 4 flux qu'on connaît bien. Est-ce que tu peux... Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était de dire, bon, évidemment, on est conscient que ce qui se passe dans ces situations d'hypnose de rue, ce n'est pas, en quelque sorte, on n'essaie pas de dire que c'est une organisation, hein, mais on dit que ça s'organise, ou on dit que ça se structure. Hein, structure et organisation ne sont pas exactement synonymes, mais voilà, c'est le ça s'organise, ça se structure. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une manière peut-être plus dynamique de rendre compte de ces processus de structuration? Alors, structuration, sans doute pas le bon terme, parce que ça évoque tout de suite guidance, et on veut pas faire ça, mais disons, c'est cette idée-là derrière, c'est-à-dire comment ça se structure, comment ça s'organise, et le ça est important un petit peu dans ça, parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de s'organiser nécessairement, mais il y a quelque chose qui est en train de s'organiser. Tu peux peut-être passer à la suivante. Alors, c'est ça. Pour faire ça, en fait, on a repris en fait des vieilles idées d'une certaine manière de Greimas, mais on les a transformées. Hein, donc, c'est peut-être une altération dont on parle. C'est-à-dire que Greimas, comme vous savez, il a ces 4 phases, hein, qui sont un peu canoniques. Manipulation, compétence, performance, sanction. Hein, c'est-à-dire, pour vous donner un exemple, quelqu'un, un supérieur hiérarchique demande à un subordonné de lui passer un dossier. La personne dit bien entendu, le voici. Et bon, là, peut-être donne pas cet exemple-là, ouais, parce que c'est ça. Un supérieur hiérarchique qui demande quelque chose à quelqu'un, donc manipulation, ce qu'appellerait, moi je trouve le terme très mauvais, mais c'est le terme de Greimas. Cette personne-là va obtenir les moyens pour faire ce qui lui a été demandé, c'est la compétence. Performance, ça va être, il va remettre le dossier à son supérieur hiérarchique. Et la sanction, c'est le supérieur hiérarchique qui, en quelque sorte, remercie ou en tout cas apprécie ce qui a été fait. Voilà. Bon, donc là, vous voyez, c'est 4 phases. Et en fait, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'en fait, on n'a besoin que de 3 phases. On a besoin juste d'une phase qu'on appelle interpellation. Alors pourquoi on appelle ça interpellation? C'est parce que ça n'a pas besoin nécessairement d'être un supérieur hiérarchique. On peut être interpellé par une situation, par exemple. Hein, donc le terme interpellation, en tout cas en français, fonctionne bien. En anglais, c'est un peu différent. La réaction, c'est justement, voilà, donc à cette interpellation, je réagis. Je réagis voulant dire, bah, j'y réponds. Ou je n'y réponds pas. Dans ces cas-là, ça n'a pas lieu. Et finalement, à la fin, il y a une sanction. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on essaie de dire, et ça c'est très deleuzien d'une certaine manière, c'est que dès qu'on est dans de la compétence, on est déjà dans de la performance, en fait. Il y a déjà, en fait, on est déjà en train de performer quand on est dans la phase de la compétence. Et donc, c'est juste une performance qui s'étend. Hein, donc on propose ces trois formes. Et donc, vous voyez ici, ça nous permet d'observer. Alors là, ce ne sont pas des exemples tirés de l'hypnose de rue, mais voilà, vous voyez des exemples où on peut montrer une articulation. Ça, c'est dans le premier cas d'en haut. Hein, pouvez-vous me donner le dossier, s'il vous plaît? Bien entendu, le voici. Est-ce que les autres dossiers sont disponibles? Oui, tout à fait. OK. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, il y a le T3, là, qui est le tour de parole numéro 3, à la fois clôt ce qui s'est passé avant et ouvre sur quelque chose d'autre. Hein, quand on ne dit pas merci, parfois, ça c'est tout à fait normal qu'on ne dise pas merci, surtout dans des milieux organisationnels. Mais si on ne relève pas qu'il y a un problème, c'est qu'on dit que tout va bien. Hein, et donc, c'est pour ça qu'on peut poser une autre question. Un autre cas qui est intéressant, c'est l'enchâssement, et non pas l'imbrication comme on nous le dit, parce que l'imbrication
présuppose un système de tuiles, alors que l'enchâssement montre bien qu'il y a une forclusion. Donc par exemple, l'exemple qu'on prend, pouvez-vous me passer le dossier s'il vous plaît? Le même que tout à l'heure, oui, le voici. Est-ce qu'il date bien de 2009? Oui, tout à fait, ok. Je vous passe les détails, mais ici, on pourrait facilement vous montrer qu'il y a deux triades, en quelque sorte, qui sont subordonnées à une sorte de master triade. Donc ce qui est important ici qu'on vous montre, c'est cette idée d'une structuration, d'une hiérarchisation qui a lieu dans la terre ferme des interactions. Et donc, c'est là la structuration qui a lieu. Vas-y, Mathieu. Donc là, je passe la parole à Mathieu. Oui, on va vous montrer en fait un court extrait d'une séance d'hypnose de rue qui fait partie du corpus qu'on a retenu. Après, il y a une transcription, mais pour vous montrer un petit peu la dynamique de la séance. On n'entend pas le son, mais c'est... Alors, on va tout de suite modifier ça. Je sais pourquoi vous n'entendez pas le son. Comme d'habitude. Voilà, on va le reprendre. Excusez-moi. Pof. Alors, je vais vous demander de mettre les mains comme ça, Très bien. d'écarter les doigts et de fixer cet espace qui est entre vos doigts. Vous allez écarter d'1 ou 2 centimètres et vous allez imaginer que vos deux doigts se rapprochent comme s'ils étaient deux puissants aimants. C'est juste un premier petit exercice pour voir si vous arrivez à vous relâcher, que vous n'êtes pas trop crispé. Imaginez les doigts qui se rapprochent, voilà, très bien. Et pareil, imaginez les doigts qui se rapprochent. Imagine de plus en plus les aimants qui les attirent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et lorsque les doigts se toucheront, vous pouvez prendre une grande inspiration et commencer à vous détendre, vous relâcher tranquillement. Voilà, super. Donc ça, c'est un premier exemple de séance et c'est vraiment caractéristique de ce que vous allez trouver dans les séances d'hypnose de rue. C'est des vidéos qui ont été sélectionnées après observation sur le terrain et qui correspondent vraiment à des procédures qu'on va retrouver. Même, il y a un manuel d'hypnose de rue qui a d'ailleurs été écrit par la personne qu'on voit sur la vidéo, qui s'appelle Jean-Emmanuel Combe, qui reprend ces choses-là et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Donc ici, vous retrouvez les triades, les multiples triades enchâssées et imbriquées qu'il peut y avoir et qui sont présentes dans l'extrait que je vous donne. Si François, tu veux élaborer dessus. Oui, c'est-à-dire ce qu'on voit ici surtout en fait, c'est des articulations, pas tellement des enchâssements, mais des articulations. C'est-à-dire on voit par exemple l'hypnotiseur qui commence en quelque sorte, qui initie. C'est pour ça que ça s'appelle IN1. On voit les réactions des volontaires de la ligne 41 à 44 et on voit finalement à 45 une sorte de sanction, mais une sanction qui se traduit par une autre initiation. C'est-à-dire c'est le principe que quand on passe à une autre initiation, c'est qu'on sanctionne ce qui a été fait avant. Et donc on voit comme ça comment s'articulent des triades entre elles en fait. Donc là on voit justement le processus d'articulation se dévoiler. Peut-être la suivante, oui. Et l'idée de sanction implicite, parce que dans la séquence d'instruction qui est donnée par un hypnotiseur de rue, évidemment, si l'instruction précédente n'est pas accomplie, ça n'a aucun sens de passer à l'instruction suivante. Donc cette idée d'articulation est très importante pour le déroulement de la séance. Donc ensuite, il y a la question de comment on passe de cette triade à l'idée d'organisation qu'on a évoquée plus haut. Et François, je te redonne la parole. Oui, c'est-à-dire, donc, bon, ce qu'on essaie de montrer dans l'article, on n'a pas trop le temps parce que, évidemment, le temps presse, mais on essaie de montrer que quand on parle de membership, de hiérarchie, de règles, de surveillance et de sanctions, il y a une manière finalement dynamique d'en parler. C'est-à-dire, par exemple, le membership, c'est une manière dynamique d'en parler, c'est justement d'accepter d'être interpellé, par exemple. Et donc, ce faisant, quand on accepte d'être interpellé, on peut continuer. La hiérarchie, on la voit à l'œuvre ici dans cette interaction qu'on a vue tout à l'heure. Comment finalement une hiérarchie s'actualise dans l'interaction. Je te passe la parole, Mathieu. Oui, on a un deuxième exemple. La séquence est assez courte, donc je vous la mets quand même. Mais il vous resterait environ 2 minutes. Qui va permettre de montrer un peu cette idée de co-orientation et comment elle peut se présenter dans l'interaction. C'est un peu cette sensation-là qu'on va essayer d'avoir. C'est aussi un peu comme quand on est super concentré ou qu'on est en train de lire un livre.
On lit les lettres, on lit les mots, on tourne les pages et puis 3 pages plus tard, on se dit qu'est-ce que j'ai lu. Ouais, ça, si vous l'avez déjà vécu, c'est un peu ça aussi. C'est juste qu'on arrive à partir dans les rêveries. Et nous, on va essayer de vous apprendre à faire partir à vous faire partir plus rapidement vers une rêverie. D'accord ? Donc là, dans l'extrait, on voyait qu'on mentionne clairement un objectif de la séance. Alors, l'objectif peut être présent de façon variée selon les séances d'hypnose, mais il y a toujours présentation d'un objectif, de pourquoi on fait ça. Des fois, c'est quelque chose de plus large, c'est pour vous faire découvrir ce que c'est que la sensation d'être hypnotisé. Des fois, on commence à donner un peu plus de détails comme là. Hein. On va essayer de vous apprendre à faire partir dans le rêve plus rapidement. Donc, cette idée de co-orientation, au travers de l'interaction, de déterminer un objectif commun. Et donc, ce qui va permettre aussi, dans les termes de l'hypnose de rue, d'acter que la séance est réussie ou n'est pas réussie, ce qui est encore une autre dimension. Évidemment, François l'a dit, l'hypnose de rue n'est pas une organisation, elle n'a pas à prétendre elle prétend pas à être une organisation, mais les séances sont organisées, elles suivent un certain nombre d'étapes qui sont assez caractéristiques. Dans le jargon d'hypnose de rue, on va parler du pré-talk, qui est le moment où on parle avant. Essentiellement, le deuxième extrait vidéo, vous avez vu ce qu'on appelle un pré-talk. Ensuite, il va y avoir des tests de réceptivité. Ça, c'est la première vidéo que vous avez vue. C'est des tests de réceptivité, une induction, des suggestions. Donc, il y a des étapes, il y a vraiment une organisation précise. Et c'est en ce sens qu'il y a l'idée d'organisation est présente, même si, et François le développe aussi un petit peu dans l'article, et on le développe dans l'article, il y a l'idée évidemment, l'idée d'organisation est souvent associée à une idée de restance, c'est-à-dire d'une reproductibilité de cet ordre-là. Or, dans une séance d'hypnose de rue, a priori, ça ne se produit qu'une seule fois entre ces deux interacteurs en particulier. François, si tu veux reprendre et conclure. Donc on essaye de montrer voilà, quels sont les... Pour qu'il y ait vraiment organisation au sens classique, il faudrait qu'il y ait effectivement ces effets de restance qui soient beaucoup plus présents. On les trouve quand même dans l'hypnose de rue. Hein. Ce qu'on montre également, mais là je finis avec ça, hein, c'est que toute l'idée par exemple de paire adjacente qui a été vendue depuis très longtemps par les analyses de conversation, en fait, peut être réinterprétée comme des triades. Donc là aussi, on essaie de montrer que il y a eu en quelque sorte que l'analyse de conversation aurait, à mon avis, à gagner à parler en termes de triade plutôt que de paire, pour parler de la structuration et de l'organisation d'une conversation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les trois. Nous allons maintenant passer à la présentation de Simon, dont le titre est « L'entrepreneuriat à l'ère du numérique, une exploration CCO ». Alors, Simon, la parole est à toi. Super. Donc, vous voyez bien l'écran, ma présentation? Oui, super. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai assisté à l'ensemble des présentations depuis hier, donc je veux tout d'abord vous remercier à celles et ceux qui ont présenté, mais aussi pour les conversations qui ont suivi. Là. Donc, je me suis pas présenté. Donc, Simon Mallette, doctorant au département de communication de l'Université de Montréal. Donc, je vous remercie justement parce que vos réflexions sont très importantes et intéressantes pour quelqu'un comme moi qui est en train de commencer à avancer sa thèse. Donc, je vous remercie pour ça. Aujourd'hui, ma présentation intitulée « L'entrepreneuriat à l'ère du numérique, une exploration CCO » se veut vraiment une démarche inductive pour faire un lien avec une des présentations qui a été donnée hier. Moi, je suis vraiment en plein moment d'imprégnation du monde des acteurs observés. Donc, je suis en collecte de données depuis le mois d'août dernier et ma collecte de données se veut vraiment vraiment de longue haleine, donc une recherche, une étude longitudinale. Donc, j'en ai encore probablement pour plus d'1 an de collecte de données. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager un peu mes premières observations préliminaires et de vous partager un peu à quoi ça peut ressembler une collecte de données sur, vous allez le voir, là, un phénomène particulier auquel les approches CCO gagneraient peut-être à justement davantage explorer dans les prochaines années. Donc, au niveau du plan de ma présentation, c'est pas long. Donc, je vais vous contextualiser un peu là, ma préoccupation de recherche qui m'habite depuis mon entrée au doctorat, ainsi que vous présenter la question de recherche qui va probablement évoluer dans les prochains mois, mais qui, pour le moment, est au cœur donc, de mes réflexions et de ma collecte de données. Je vais vous présenter ensuite, ça va vraiment être le cœur de ma présentation aujourd'hui, le terrain que je suis en train de réaliser. Vous avez vu au début une image avec un autobus scolaire et un chat. Cela devrait prendre forme et se concrétiser. Vous allez faire des liens, j'imagine, j'espère, après la présentation d'aujourd'hui.
aujourd'hui. Et finalement, je conclurai en abordant certaines réflexions CCO. Je vous dis que ce sont des réflexions en plein balbutiement. Comme je vous le dis, le terrain était en cours et le faisant de façon très inductive pour le moment. Je suis en train de brasser tout ça et même les présentations qui ont été données aujourd'hui et hier me permettent d'alimenter tout ça. Donc, j'espère quand même pouvoir présenter quelque chose qui pourra permettre de voir et de proposer des pistes intéressantes pour les champs CCO à l'avenir. Donc, ce qui m'intéresse depuis le début de mon doctorat, c'est ce que Orlikowski appelle donc la digitalisation de l'organisation. Elle présente justement comment les technologies de l'information et de la communication sont vraiment en train de contribuer à une reconfiguration du travail, non seulement de l'espace, mais vraiment en tant que pratique organisationnelle aussi. Ce faisant, il y a des auteurs quand même en communication organisationnelle qui se sont intéressés. Je pense notamment à Leonardi, dont j'ai mis une des citations d'un des textes qu'il a écrit avec Bast. Mais ce qui m'intéresse, tout comme ces chercheurs-là, c'est de voir comment cette reconfiguration-là se vit vraiment quotidiennement et ce, de longue haleine. Donc, pas seulement l'implantation de toutes ces technologies-là, mais vraiment de voir comment ça s'articule dans les pratiques et les processus quotidiens et ce, de façon longitudinale. Ce faisant, ce qui m'intéresse aussi, puis on va le voir un peu plus tard, c'est de mieux comprendre les processus organisants qui sont en quelque sorte médiés par cette technologie-là. Je veux me tenir loin de tout technocentrisme, technodétermination, mais justement, je veux vraiment m'intéresser à comment les interactions même qui sont transposées sur ces plateformes-là, justement, peuvent contribuer à une reconfiguration des processus organisants ou disons à une transformation de ces processus-là. J'ai mis la citation de Leonardi et Vaz, dont je vous ai mentionné un peu plus tôt, ici parce que je la trouve intéressante parce qu'elle mentionne à la fois cette complexité à laquelle on doit toucher en tant que chercheur aujourd'hui parce que les entreprises, les organisations sont à la fois virtuelles, matérielles, à la fois hiérarchisées, mais aussi de plus en plus distribuées. Donc, toute cette notion de frontière des organisations qui se complexifie nous ramène évidemment à la question qui est au cœur des champs CCO, qui est qu'est-ce qu'une organisation? Et pour explorer ça, dans le cadre de mon terrain, je me suis concentré sur un phénomène en particulier, puisque je fais aussi partie d'un projet de recherche avec François Corren, Boris Broumans, avec, j'oublie les noms, Mathieu Ballet et Olivier Germain à l'UQAM. Donc, c'est vraiment sur le domaine spécifique de l'entrepreneuriat. Donc, aussi, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Est-ce qu'un entrepreneur? Qu'est-ce qu'une entreprise? Donc, c'est toutes ces questions-là aussi qui m'animent dans ma collecte de données, de voir justement comment les approches CCO peuvent nous permettre de concevoir l'entrepreneuriat de façon différente. C'est pourquoi la question de recherche qui est au cœur de mes réflexions en ce moment est la suivante. Donc, comment les activités entrepreneuriales médiées par les technologies de l'information et de la communication constituent-elles des formes de collectivité sociale avec un certain degré d'organisationnalité? Donc, évidemment, il y a des liens à faire avec la présentation et les auteurs que François et Mathieu ont présentés précédemment. Mais c'est vraiment de revenir sur le concept proposé par Debouche et Shandon et la façon dont ils ont de présenter cette organisationnalité et les critères qui en découlent. Donc, si on reprend ces critères-là, il y avait donc ces moments, le premier étant les moments interconnectés de prise de décision, le deuxième étant l'authoring de cette prise de décision et le critère sur lequel je vais me concentrer et qui, je pense, ressort le plus des données que je vous présenterai, et ce qu'ils appellent les identity claims, donc tous ces moments, ces instants justement dans les interactions où l'identité d'une organisation, elle est mobilisée, mais aussi comment elle se cristallise et elle évolue dans le temps. Ces identity claims-là contribuent aussi à la constitution communicationnelle de l'organisation des collectivités sociales dites fluides. Donc, aujourd'hui, mon intérêt aussi, c'est de vous montrer comment dans l'entrepreneuriat, alors qu'on a encore un peu cet héritage de concevoir l'entrepreneuriat comme étant l'entrepreneur seul face à l'adversité, en fait, il y a souvent une collectivité et des gens qui sont un peu dans le réseau de cet entrepreneur-là. Et justement, d'avoir accès aux technologies de l'information et de la communication permet d'aller voir comment les interactions qui s'y déroulent affectent et ont un impact sur les processus organisants des activités de ces entrepreneurs-là. Donc, l'entreprise avec laquelle je fais mon terrain s'appelle School Beans. C'est un café, un autobus café, en fait, qui a été, vous voyez, la propriétaire Holly, qui est une Anglaise qui s'est installée en Islande, dans le village de Vik, il y a un peu plus de 3 ans. Donc, elle a pris possession d'un autobus scolaire qu'elle a retapé et transformé en café, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est vraiment son projet à elle. Elle est le premier micro-torréfacteur situé dans le sud de l'Islande. Elle a ouvert son café en août 2020, donc en pleine pandémie de la COVID-19.
COVID-19, ce qui, comme vous allez le voir plus tard, a amené certains défis. Et moi, j'ai donc l'occasion de la suivre depuis l'ouverture, en fait, de son café en août. Et au niveau de la méthodologie, ce que je fais pour justement regarder ce qui se passe au niveau de ces canaux de communication, entre autres, c'est que j'ai accès à diverses rencontres qu'elle organise en ce moment en raison de la COVID-19 avec des membres de la communauté, mais aussi avec des fournisseurs et des collaborateurs, donc via Zoom et d'autres plateformes. Donc ça, j'ai moyen d'enregistrer ces conversations-là. Je fais aussi une veille active de ses publications sur les réseaux sociaux, tant sur Facebook, Instagram, parce qu'elle est très transparente sur sa démarche d'entrepreneur. Évidemment, elle l'utilise aussi pour vendre ses produits et ses services, mais elle a aussi beaucoup de, comme je l'ai dit, de transparence par rapport à sa démarche, qui est très intéressant pour un chercheur. Et parallèlement à ça, je réalise des entretiens bimensuels avec elle qui nous permettent de revenir, tant moi qu'elle, sur des événements qui sont ressortis dans les publications, dans les échanges durant les rencontres enregistrées sur Zoom, où elle peut justement elle-même me confirmer qu'est-ce qui a été un moment clé ou un moment important selon elle dans son parcours. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça. Donc, c'est un terrain qui est en cours depuis août 2020. Ici, c'est simplement pour vous montrer un peu comment ma collecte de données, puis ce que j'essaie de démontrer, c'est que justement, ces données qu'on trouve en ligne là, que ce soit sur les plateformes de messagerie, mais aussi dans les publications ou les entretiens enregistrés via Zoom, permettent en quelque sorte de tracer l'organisationnalité grâce justement à ces interactions et ces événements médiés par les technologies de l'information. Donc, simplement pour vous montrer qu'au tout début, donc à l'été 2020, c'était vraiment des publications plus sur sa page personnelle ou sa page de compagnie une fois qu'elle a été créée pour témoigner justement de la création de son entreprise, donc des travaux qu'elle a fait pour la créer, mais aussi, comme on le voit en août 2020, là, sa première journée d'ouverture pour souligner tout l'effort et l'énergie que ça lui avait demandé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'automne, donc en octobre et novembre 2020, en raison de la COVID-19 et au fait que, justement, durant cette période-là, le tourisme en Islande chute drastiquement et était d'autant plus drastiquement atteint à cause de la COVID-19, Holly et d'autres entrepreneurs de la région se sont mis en communauté, en fait, pour trouver des solutions pour littéralement survivre à la COVID-19. Donc, ils ont organisé ici, c'était un Zoom avec un organisme local pour échanger, pour trouver des initiatives qui leur permettraient ensemble de collaborer et de trouver des idées qui bénéficieraient à l'ensemble de la collectivité des entreprises. Et ici, on a un artefact intéressant où justement cette collectivité-là a travaillé ensemble pour développer un pamphlet qui, encore une fois, dans l'idée d'identité, était très importante pour School Beans parce que c'est la première fois, en quelque sorte, où l'entreprise de Holly, donc School Beans, figurait sur un document, en quelque sorte, officiel, donc dans ce pamphlet-là, qui l'intégrait de façon officielle en tant qu'entreprise dans la communauté. Donc, c'est elle qui avait mis de l'avant ce projet-là et c'était très important pour elle, justement, parce que ça permettait de l'inclure, son organisation, parmi d'autres qui étaient présentes depuis plus longtemps, tout en axant ça sous un angle de collaboration. Pour ce qui est des données que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais surtout pour faire un lien, parce que je ne veux pas faire de l'analyse de données nécessairement, mais c'est surtout pour faire un lien avec, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on est capable de trouver sur ces technologies de l'information et de la communication et de voir comment ça peut nous amener à des réflexions intéressantes. Je me concentrerai sur deux événements en particulier. Celui-ci a eu lieu en décembre 2020 où Holly a écrit à une de ses collègues avec qui a une entreprise aussi dans le même village, un restaurant. Donc, Holly, c'est celle qui écrit en bleu et sa collègue, c'est celle qui écrit en gris. Grosso modo, cette situation-là, pour vous la résumer, c'était un échange où justement Holly avait appris que sa collègue allait elle aussi implanter un torréfacteur de café spécifique dans son entreprise pour offrir des cafés de qualité, alors que Holly, dans cette région-là, était la seule à avoir l'équipement pour offrir des cafés de vraiment micro-torréfaction. Donc, elle s'est sentie extrêmement menacée, c'est pourquoi elle est entrée en communication avec sa collègue sur Messenger. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est au niveau de l'identité ici de l'organisation qui était vraiment dans les balbutiements dans ses premiers mois d'opération. C'est un peu les réflexions et les répliques que Holly va sortir, justement, où on voit justement qu'elle mentionne deux fois notamment que c'est « It's the only card I have ». Elle mentionne aussi que c'est vraiment un tout petit village dans lequel ils sont situés. Donc, c'est vraiment une compétition directe qui met en jeu justement son unicité par rapport à son entreprise. Donc, déjà ça, parallèlement aussi avec des entretiens que j'ai pu réaliser avec Holly, nous amène à cette idée comment l'organisation, en fait, School Beans s'est même cristallisée pour sa propriétaire elle-même qui a décidé ou qui a réalisé, en fait, qu'elle devait protéger, en quelque sorte, non seulement son bébé, son entreprise, mais son créneau et la façon dont elle allait communiquer à partir de ce moment-là, qu'elle est vraiment la première micro-torréfactrice disponible, située dans le sud de l'Islande.
Un autre exemple d'événement sur lequel je veux me concentrer, puis je vous présenterai une petite vidéo qui dure un peu moins de 2 minutes, donc ça c'est long, mais pas trop long. C'est pour revenir justement, on parlait hier des fameux autres qu'humains. C'est le personnage du chat, en fait, ce chat s'appelle Jeffrey, c'est le chat de Holly, qui est la propriétaire de School Beans, qui est rapidement devenu un peu une mascotte de l'entreprise parce qu'il est toujours présent dans l'autobus, donc les clients le prennent en photo, le partagent sur les réseaux sociaux, donc c'est rapidement devenu une mascotte, plus au niveau de communication plus ludique. Mais il y a eu un événement donc en mars dernier où le chat a malheureusement subi un incident qui a dû faire en sorte qu'il a dû être amputé d'une patte, donc ce qui engendre énormément de frais chez le vétérinaire, vous vous en doutez. Et pour une entrepreneur qui met tout son argent, le peu d'argent qu'elle a dans son entreprise, c'était des coûts vraiment trop onéreux. Là. Elle avait même pensé à euthanasier malheureusement le chat, mais elle a quand même eu l'idée de faire un crowdfunding à partir justement de sa page d'entreprise, sachant en se disant que ces réseaux sociaux sont quand même une porte pour elle d'aller chercher des gens à venir et que les gens s'associent assez rapidement au chat et au personnage de Jeffrey. Donc, dans l'extrait que je vais vous présenter, c'est vraiment dans un entretien que j'ai avec elle où elle réalise elle-même en fait l'impact que son idée a eu par rapport à l'idée de créer un crowdfunding, mais aussi l'impact que ce chat a dans l'identité de son organisation. Donc, je vais juste partager mon son. Il resterait 3 minutes. Oui, OK. Je vais juste mettre quelques secondes. Je ne trouve pas l'option Share Sound. OK. Est-ce que vous entendez si je le mets? So, he broke his leg. I went to the vet. She told me how much it would be. I went and thought this is going to be interesting. And between leaving him at the vet and driving to Johannes's mum's, which is a 20-minute car ride, I said to Johannes, I wonder if I should try and crowdfund for this bill, because the roaster I obviously crowdfunded, but they got something in return, a discounted voucher. And then recently I did a pledge for anyone that has been into the bus or received a service from me. If they want to, it would be great if they could leave a review, because with tourists coming back, I need to be found on TripAdvisor or Google. And then I was like, oh, do I crowdfund because it's a bit crude? You know, it's a personal pet, linking it to a business. I've always thought they were quite separate at that point. And the last 48 hours, I've realized how integral Jeffrey is to School Beans. School Beans and Jeffrey, it should be. So I put... Je vais arrêter ça ici parce que le temps défile. Donc, il y avait quand même, je voulais le mentionner parce qu'encore une fois, ici, c'est plus dans, évidemment, de communication externe, mais dans l'importance justement de ces réseaux sociaux-là que ça joue pour cette entreprise-là et ce que ça amène comme réflexion. Évidemment, elle mentionne dans l'extrait à quel point elle a réalisé elle-même que ces plateformes-là sont essentielles pour, évidemment, ses services et pour être facilement trouvables sur TripAdvisor et Google, donc d'avoir des gens qui vont commenter et engager avec son contenu sur le web. Mais parallèlement avec cet acteur non humain que Jeffrey représente, je trouvais ça intéressant justement de voir comment elle-même, elle a réalisé qu'à travers cet animal-là, elle a le support d'une collectivité non seulement locale, mais aussi internationale, qui a justement voulu lui donner des fonds pour qu'elle puisse non seulement aider le chat, mais pouvoir poursuivre ses activités parallèlement à ça. Donc, juste pour conclure, qu'est-ce que ça nous amène tout ça? Bien, je pense que le point que j'espérais pouvoir aborder aujourd'hui et développer minimalement, c'est de voir comment justement ces observations en ligne longitudinale et l'identification de moments clés à l'aide d'entretiens individuels permettent d'être témoins du récit organisant en train de s'écrire. C'est quelque chose dont on avait mentionné justement hier, cette idée de récit en train de s'écrire. C'était aussi l'idée d'étudier les activités entrepreneuriales comme degré d'organisationnalité qui permet de mettre les interactions au centre de l'analyse du phénomène. Et ce faisant, je pense que, et c'est pour répondre ici à l'appel de Kuhn et Marshall en 2019 aussi, qui disait comment justement les approches CCO peuvent jeter un nouveau regard sur l'entrepreneuriat pour justement changer un peu la conception de comment on le considère encore une fois aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Alors, nous allons terminer avec Claire Astanagnazé. Pardonne-moi, Claire, j'ai saboté ton nom, dont la présentation s'intitule Comment les approches CCO permettent d'explorer les différents degrés de matérialité du travail à distance. Donc, on est un peu dans la continuité de ce que Simon a déjà un petit peu installé. Alors, la parole est à toi, Claire. Merci Dani. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Vous m'entendez bien? Ok, super. Oui, alors d'abord, merci pour ces belles présentations qui m'ont aidé à mieux comprendre certains concepts CCO et puis à en découvrir d'autres. Donc, moi, je suis Claire Estagnazier, je suis étudiante au doctorat en communication à l'Université du Québec à Montréal. Et puis, je réalise mes recherches sous la direction de Consuelo Vasquez et co-direction Claudine Bonneau. Donc, j'en suis au début de mon parcours, doctorat. Et donc, je viens ici tester quelques pistes de réflexion avec vous pour voir comment adopter des lunettes CCO pourrait peut-être m'aider à mieux comprendre mon objet d'étude, donc qui est le travail à distance dans sa forme totale, quoi, extrême. Donc, je vais rapidement contextualiser un petit peu mon objet d'étude, puis rappeler brièvement quelques concepts. Vous présenter un terrain exploratoire que je mène depuis l'été 2020 et puis discuter éventuellement quelques extraits à la lumière de concepts CCO, puis voir quelques défis aussi qui se présenteraient. Alors, oui. Donc, quand je me suis inscrite au doctorat l'année dernière, je m'intéressais au travail à distance total, puis pratiqué par quelques digital nomades et puis de rares entreprises sans bureau. Puis alors, ça n'aura échappé à personne. Avec la crise sanitaire de la Covid-19, le travail à distance est devenu d'un phénomène qui était cantonné à certaines personnes. C'est devenu un phénomène à l'échelle globale. Donc, je me suis un peu retrouvée avec un objet d'étude in media res, au milieu des choses, et puis convaincue de la nécessité d'en réactualiser la portée. Donc, petite mise en contexte d'abord. Avant la pandémie, le travail à distance était pratiqué par entre 10 et 15% des salariés canadiens, tant dans les entreprises privées que les organismes publics. Et puis, s'exercer en général majoritairement donc, depuis soit le domicile, soit des tiers-lieux, mais plutôt de manière partielle. Avec la pandémie, le chiffre a bondi à 50% et de manière donc totale, et que, a priori, depuis le domicile. Alors, suite au contexte pandémique, ces modalités de travail pourraient peut-être devenir l'une des configurations organisationnelles dominantes de demain. Donc, en effet, là, on voit certaines entreprises qui font aujourd'hui le choix de se passer complètement d'existence physique. On parle alors d'entreprises sans bureau, alors full remote. Alors, ce phénomène était relativement circonscrit. Il existait bien sûr avant la pandémie, mais c'était assez rare. Mais là, aujourd'hui, il se développe de plus en plus. Donc, certaines entreprises, là, comme TELUS ou Spotify, par exemple, ont réagi là, en proposant des programmes de Work from Anywhere à leurs salariés, même pour l'après-pandémie. Donc, le but, ce serait de fidéliser les personnes qui aspirent à plus de flexibilité, attirer des talents parmi les milléniaux qui cherchent davantage d'autonomie dans leur travail. Là, pourtant, le corps de la personne qui travaille à distance, il s'ancre forcément dans un espace physique. Les travailleurs créent du sens avec l'espace dans leur interaction quotidienne, ce qui ouvre donc la réflexion à divers degrés de matérialité du travail à distance. Alors, pourquoi le travail à distance après la Covid-19, puis un terrain empirique encore plus propice aux approches CCO que celui d'avant? Eh bien, face à ces transformations des modes d'organisation du travail, le questionnement « qu'est-ce qu'une organisation ?» donc en l'occurrence de travail, est encore plus pertinent qu'avant. Donc, c'est à ce niveau que les approches CCO représentent une avenue intéressante, notamment pour questionner les différents degrés de matérialité de ces organisations de travail, qui sont parfois présentées dans le langage courant, et je pense à tort, comme virtuelles. Les approches CCO proposent un ensemble d'outils donc théoriques, méthodologiques pour comprendre comment, malgré l'éloignement physique entre les membres, eh bien, ces derniers constituent et maintiennent l'organisation grâce à la communication entre eux. Alors, donc en effet, selon James Taylor, père spirituel des approches CCO, une organisation n'est qu'un tissu d'organisation. Autrement dit, la communication, à travers les interactions puis les différentes pratiques, matérialise l'organisation. Alors, la plupart des études empiriques qui nourrissent cette théorisation reposent souvent sur des contextes d'interaction en face à face, même s'il existe quelques exceptions, comme les travaux d'Oana Albu et de Michael Ether sur l'usage des médias sociaux numériques par des groupes d'activistes, ou bien les travaux de Viviane Sergi, Claudine Bonneau sur le travail à haute voix sur Twitter. Donc, les approches CCO ont été
souvent mobilisés en divers contextes de travail. Là, récemment, par exemple, celui de la santé par Ashley Barrett. Mais, enfin, je pense, en tout cas, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment de littérature CCO concernant le travail à distance. C'est pourquoi je vous propose peut-être aujourd'hui de passer en revue quelques concepts qui pourraient peut-être être utiles pour notamment appréhender cette question des différents degrés de matérialité. Alors, peut-être quelques rappels de concepts. Donc, la communication et relation. Donc, communiquer implique de relier des discours, des objets, des textes, des espaces, des temporalités, des acteurs individuels et puis institutionnels, entre autres. Et donc, en raison du caractère relationnel de toute existence, les réflexions sur la matérialité doivent être renouvelées. La matérialité, en fait, n'est pas réduite à des tables, des pierres, des marteaux, donc je vous cite François Coren. C'est par définition l'état d'être matériel, l'état d'être fait de matière. Le concept de ventriloquie permet de comprendre comment l'organisation parle, existe et se transmet à travers la voix de ses membres, à laquelle elle se superpose et interroge les différents degrés de matérialité. Par degré de matérialité ou alors par gradation, il faut entendre une vision relationnelle selon laquelle la matérialité puis l'existence devraient plutôt être considérées comme des gradations. Donc un monde où les choses existent plus ou moins, où elles sont plus ou moins matérielles, et puis surtout un monde où la communication compte toujours. Donc la communication est alors le moyen par lequel les choses, les animaux, les personnes, les acteurs humains et autres qu'humains en viennent à s'exprimer dans une variété d'incarnations puis de matérialisation. Donc concrètement, nous sommes toujours au milieu des choses, à la fois spatialement et temporellement. Donc être passeur, on l'a rappelé ces 2 jours-là, mais être passeur, ça signifie que nous, les êtres humains, on est aussi des intermédiaires, des médias ou des médiateurs, et pas seulement on est aussi des acteurs, des auteurs, des contributeurs. Différentes choses s'expriment à travers nous, ce que nous disons, écrivons, communiquons. Donc là, par exemple, à travers cette présentation, qui est une activité de médiation, certains autres êtres que moi peuvent s'exprimer. Et puis, voilà, aussi, l'univers qui nous entoure est un plénium d'agentivité, c'est-à-dire un monde littéralement rempli d'acteurs aux ontologies donc variables, humains et autres qu'humains, qui s'influencent les uns les autres. J'ai noté aussi le concept de l'organisation de et par l'espace, le spacing, de la thèse de Consuelo Vázquez. L'organisation se déploie puis se construit à travers la communication comme configuration étendue de l'espace-temps. Alors, j'évoque rapidement un terrain que j'ai commencé à mener à l'été dernier pour servir de support à la discussion. Donc, en pleine crise sanitaire, j'ai mené un terrain exploratoire auprès de 13 travailleurs à distance, salariés et travailleurs autonomes, donc les deux, ayant pour port d'attache Montréal. Donc, tous avaient un point commun de travailler à distance avant la pandémie. Donc, ils avaient choisi ces modalités. Les répondants-répondantes ont été invités donc, à faire visiter leur lieu de travail avec la caméra, à partager des photographies et puis de leur espace de travail, et puis à montrer aussi leurs interfaces, donc leurs espaces de travail virtuels, à travers des outils de travail en ligne, et puis via la fonctionnalité de partage d'écran notamment. Alors parmi les 13 personnes, il y en avait 9 qui étaient en télétravail total, donc travail à distance total, dont 2 dans une entreprise sans bureau québécoise que j'ai surnommée NewWiz. Donc le guide d'entretien qui a été utilisé porte en particulier sur les pratiques quotidiennes des personnes interrogées, que ce soit pour aménager leur espace, leur temps, ou bien leur pratique dans l'espace en ligne avec les collègues. Donc, pour cette présentation, je vous propose de discuter ensemble 2 extraits d'entretien, une capture d'écran Microsoft Teams et puis les photographies d'une répondante. C'est un petit extrait d'entretien avec Audrey, 33 ans, salariée de l'entreprise sans bureau. Alors, il me semble que cet extrait illustre bien le concept de ventriloquie, qui s'intéresse à la façon dont les acteurs invoquent certaines figures dans le cadre d'interactions quotidiennes et puis ce à quoi l'intervention de ces figures accomplit, insistance de ce fait sur l'importance des entités symboliques autres qu'humaines dans l'organisation collective. Ici, Audrey, elle évoque les interactions entre collègues qui pourraient agir dans le choix du salarié ultérieurement devant un client. Alors, je ne sais pas si ici on pourrait parler de méta-conversation, je ne connaissais pas le contexte avant ce matin, mais je ne sais pas, à vous de me dire peut-être dans la discussion tout à l'heure, parce que peut-être que ça pourrait s'appliquer ici. Aussi, Audrey, elle mentionne que quand la personne ne répond pas, c'est comme si elle s'était sauvée. Cet exemple, je trouve, montre bien comment l'organisation tient sur un tissu de communication. Le courriel reçu constitue la seule preuve de l'existence de l'autre. Si la personne ne répond pas, on ne la voit pas, elle disparaît. Donc, en fait, selon la même logique aussi, l'existence de l'autre, elle est actualisée que par le message qu'elle envoie. Puis en miroir, le non-envoi d'un message est interprété comme une absence, comme une disparition ou même quasi.
non-existence. Donc, autrement dit, les messages reçus sont les seules traces de l'existence même du collectif de travail. Ils n'informent pas seulement sur le travail accompli, mais en fait aussi, ils informent de la présence. Alors là, c'est un extrait, avec Marc, qui est lui salarié d'une organisation à but sans lucratif, qui était en télétravail partiel avant la pandémie. Puis après, on verra une capture de son agenda. Alors, dans cet extrait, Marc explique comment il fait croire à ses collègues qu'il est indisponible pour ne pas être contacté pendant son temps de travail. Donc, il emploie le tu es toujours connecté, etc. Ça évoque un peu aussi les normes de comportement organisationnel qui parlent à travers Marc. Parce qu'il évoque les normes. Tu n'as plus de notifications sur Teams, tu es toujours connecté, comme si c'était des normes visuelles dans son entreprise. Et puis, il confère aussi à la petite diode une agentivity lorsqu'il dit la petite diode verte qui dit disponible. Puis aussi, il dit aux diverses tâches qu'il doit faire. Il dit il y a des choses qui vont arriver. Alors, Marc, il se crée des fausses réunions virtuelles pour apparaître occupé. C'est sa stratégie. Donc, je trouve que cet exemple, il est intéressant parce qu'il montre comment la plateforme, son agenda virtuel, agit. Donc là, je vous le montre. Ça, c'est ça. Ça, c'est une capture de l'agenda de Marc, qui matérialise concrètement les temps de travail, plutôt ce qu'il veut faire croire comme étant du travail lorsqu'il dit « je me book du temps ». Si on reprend le concept de spacing ici, qui illustre comment l'organisation elle se déploie puis elle se construit à travers la communication comme configuration étendue de l'espace-temps, on voit comment l'espace en fait espacé implique de créer matériellement de l'espace. Donc là, c'est un espace qui est plein, qui est rouge, qui buzz, il est écrit dessus, buzz, je ne sais pas si vous voyez bien. Cet espace, donc, il est composé de trajectoires humaines, celle de Marc, mais aussi de celle de ses collègues qui voudront peut-être lui proposer une réunion qui ne pourront pas lui proposer. Ce sont donc des actions en relation, un plénium d'agentivité, c'est-à-dire tous les êtres qui semblent faire la différence. Autrement dit, tout ce qui semble effectivement agir. Donc là, concrètement, Marc, il déplie l'organisation, puis il en remplit les espaces à travers son agenda en ligne. Alors, on pourrait aussi peut-être mobiliser le concept de désorganisation pour comprendre comment Marc, dans son action d'organiser, en fait, il désorganise un peu l'organisation de travail. Mais je reviens sur l'extrait d'interaction, avec Marc. L'extrait et puis la capture d'écran mis ensemble, ça illustre comment l'organisation de travail à distance, elle s'incarne dans les plateformes virtuelles, de la même manière que l'indisponibilité de Marc, elle s'incarnait auparavant lorsqu'il travaillait en présentiel dans un carton ne pas déranger qu'il mettait sur sa porte. Là, il m'a raconté ça dans un autre extrait. Qu'il laissait sur sa porte, un carton donc agissant qui évoque la matérialité de la communication. Donc, voilà. Donc, on va passer à la photographie d'Audrey. Quelques photos partagées par Audrey, la répondante évoquée avant. Donc, pour se rappeler qu'elle a fait le choix de travailler 100% à distance, elle a disposé un hamac dans sa salle de travail que vous voyez sur la photo numéro 2. Il y a d'autres meubles et objets qui ont une dimension symbolique. Donc, le bureau épuré sur la photo numéro 1, qui évoque rien à voir avec les loisirs, etc. Puis aussi dans la photo numéro 3, il y a le fauteuil dans lequel elle aime aller réfléchir, avec un coussin qui porte l'injonction « relax » écrit dessus, pour lui rappeler d'arrêter le travail. Donc ça m'a fait penser au concept d'incarnation de Boris Bruman, qui implique le transfert d'agentivité, de pouvoir à des choses ou des personnes, tout en les réduisant pas à ces choses matérielles ou à ces personnes en elles-mêmes. Alors, quelques défis, par contre, des approches SEO. Donc, les approches SEO invitent à rester sur la terre ferme des interactions avec des inspirations d'ordre méthodologique, sont issues de l'analyse interactionnelle, issues de l'ethnométhodologie puis l'ethnographie. Je pense que dans mon objet d'étude, il serait intéressant d'assister à des réunions de travail qui sont à la fois en ligne, puisque c'est à distance, mais aussi en présentiel, en fait, parce que les organisations 100% à distance, parfois, elles en maintiennent quand même quelques-unes par an en présentiel, ce qui est peut-être un peu paradoxal, mais en tout cas, c'est ce qui se fait. Or, là, en contexte pandémique, la deuxième option, elle n'est pas vraiment possible, ce qui prive peut-être d'une certaine contextualisation. Puis, pour rester sur la terre ferme des interactions et prendre en compte les agents autres qu'humains, comme les plateformes collaboratives, par exemple, on pourrait proposer une ethnographie sur traces qui consisterait à faire une auto-confrontation entre la personne participante et puis les diverses traces rendues visibles sur ces dispositifs sociotechniques. Par exemple, les interactions qui auraient lieu sur les plateformes comme Slack ou Teams.
Mais en se centrant sur les interactions en ligne, il serait difficile de prendre en compte les enjeux de pouvoir. Donc, ça fait écho aux discussions de ce matin. Quand justement, elle ne se passe qu'en ligne. C'est l'un des défis qu'on a soulevé ce matin. Mais si la CCO permet de prendre en compte certaines traces de relations de pouvoir dans les conversations par les effets d'autorité, par exemple, ou de ventriloquie, ces phénomènes pourraient nous échapper là, dans le cadre de cet objet d'étude, puisque s'ils ne sont pas exprimés directement en ligne, on pourrait ne pas pouvoir les analyser. Voilà, le terrain étant en cours et puis exploratoire, ce ne sont que des pistes de réflexion qui méritent bien sûr davantage d'être discutées, et puis réévaluer aussi en fonction de l'évolution de la situation pandémique tout au long de mon doctorat, parce que ça a quand même un gros impact sur mon objet d'étude. En proposant d'étudier non pas la communication dans l'organisation, comme le font les approches fonctionnalistes, mais l'intérêt des approches CCO, c'est d'être le cadre explicatif du phénomène que j'observe, à savoir le travail à distance totale. Et pour comprendre les organisations du monde d'après, il me paraît intéressant de dépasser l'idée selon laquelle la communication circulerait comme dans une boîte, parce que là, en l'occurrence, il n'y a plus de boîte. Donc les approches TCO permettent de creuser la piste du travail à distance, non comme un travail dématérialisé, mais plutôt comme une pratique d'organisation, notamment dans un contexte où, au-delà des murs de l'entreprise, les équipes de travail sont amenées à aussi être de plus en plus entrecroisées, transitoires, avec des organisations de travail en mode projet. Donc il est naturel, en fait, il me semble, de retourner à la communication comme clé de compréhension de comment émergent et puis se structurent ces nouvelles formes d'organisation. Merci pour votre attention. Ouais. D'accord, merci beaucoup Claire. Alors, on va passer maintenant à la période de discussion, d'échange. Il y a un certain nombre de choses qui se sont partagées dans le document. Je vois déjà qu'il y a des mains levées, alors j'irai peut-être avec Joël. Oui, bonjour. En fait, c'est plus des questions de curiosité, d'éclaircissement pour Simon et Mathieu. Simon, comment tu as trouvé cet entrepreneur? Pourquoi elle? Puis le fait qu'elle est à distance, puis tout ça, qu'une partie de ses communications sont en islandais, je suppose. Peut-être pas, mais elle est anglophone, mais... Donc, c'est ça. Puis, je trouve ça super intéressant. J'adore la dimension identitaire qui se dégage de tout ça. Puis, l'importance de la distinction. Puis, comment elle travaille pour préserver cette distinction-là. On le voit et comment on peut voir qu'elle est mue par le désir de préserver cette distinction-là, qui est un enjeu de survie, d'une certaine façon. Donc, c'est très intéressant, très riche. Bravo. Continue. Et ma question pour Mathieu, c'est un peu similaire, mais moi, c'est plus... moi, je trouve ça très malaisant, l'hypnose. Puis, surtout parce qu'il y a l'idée que tu donnes le contrôle à quelqu'un d'autre sur ton esprit ou en tout cas ta volonté d'une certaine façon. Et moi, je me demande tout simplement, c'est quoi les motivations de ces gens-là qui font de l'hypnose dans la vie? C'est quoi l'affaire? C'est du entertainment? Est-ce qu'ils demandent de l'argent après? Pourquoi ils font ça? Puis pourquoi quelqu'un accepterait de se faire hypnotiser dans la rue? C'est même pas comme, tu vas pas voir Mesmer, puis c'est comme devant plein de centaines de personnes dans le cadre d'un show. Pourquoi ça l'arrive? Ils se font kidnapper après, tu savais pas? Non, mais oui, mais comme moi, je comprends pas d'un bord puis de l'autre comment ça se fait que ça l'arrive. Puis, ceci étant dit, ça n'empêche pas l'intérêt que ça a. Je comprends très bien l'état que vous avez de voir que c'est comme justement des gens qui ne se connaissent pas, puis qui se rencontrent, puis qui acceptent, pour une raison que j'ignore, de participer à cette expérience-là, puis comment ils la construisent. Je ne me remets pas ça en question. J'essaie juste de mieux comprendre le phénomène et ses motivations. Donc, c'est ça mes questions. Alors, peut-être qui veut se lancer dans les deux participants pour répondre à Joël? Je peux y aller. Oui. En fait, c'est ça,
Le terrain, en fait, a commencé sur la prémisse du projet de recherche sur lequel je travaille avec François, Boris, Mathieu et Olivier Germain à l'UQAM. Et en fait, on cherchait des entrepreneurs qui étaient prêts à vraiment, sur une longue période de temps, quand même, être assez ouverts et transparents quant à leur démarche d'entrepreneur. Donc, ce faisant, en fait, on a rapidement, avec la COVID-19, on s'est rendu compte que ça allait être difficile de faire ça de faire des filatures un peu en vidéo shadowing comme on voulait le faire à l'origine. Donc, quand on a élargi un peu le spectre, rapidement, je suis tombé en fait sur une page Facebook qui partageait le récit de cet entrepreneur-là en Islande qui est en train de construire quelque chose à l'époque dont son café allait ouvrir. Je suis simplement entré en contact avec elle, puis rapidement, là, j'ai été très chanceux parce que ça a confirmé ce que j'avais ressenti en regardant juste un peu la façon dont elle parlait de son projet entrepreneurial, parce qu'elle est extrêmement transparente. Puis le fait que ça soit fait dans le contexte de COVID-19, même si éventuellement j'aimerais pouvoir aller compléter ça avec des observations là, sur place, c'est que ça a amené beaucoup ça a facilité en fait l'accès pour moi à tous les canaux de communication qu'elle utilise, parce que justement, sachant que je n'étais pas là, elle-même, elle s'est prise un peu au jeu, en quelque sorte, en me disant « Ah, écoute, il s'est passé ça, je vais te faire un print screen où j'ai demandé si je peux enregistrer la conversation. Puis, ce faisant, j'ai accès à tous ces trucs enregistrés-là qui permettent de compléter puis de venir ensuite voir avec elle, avec les entretiens individuels, est-ce que c'était important ou non, et donc de témoigner de son cheminement. Donc, tu deviens partie prenante du phénomène que tu étudies, à quelque sorte. Tu contribues à le Ouais, construire toi-même et tout, avoir une dimension dans ta thèse là-dessus. Ouais, là, oui, c'est en effet. Très intéressant. Et est-ce que Mathieu, Alors, Frédéric... Oui, Mathieu, d'accord. Pour répondre rapidement, parce que c'est sur des enjeux spécifiques à l'hypnose, donc je pense que je suis la personne la plus à même des trois à répondre, parce qu'un certain nombre des questions que tu poses, Joël, c'est les questions que je me suis posées pour mon mémoire de maîtrise et auxquelles j'ai essayé de répondre dans mon mémoire de maîtrise. Déjà, sur la notion de contrôle, l'hypnose est un phénomène complexe qu'on ne comprend pas encore totalement. Moi, je me suis interrogé sur la notion d'autorité et comment est-ce que l'autorité pouvait participer, parce qu'il y a une dimension sociale à l'hypnose. Et aujourd'hui, une des définitions les plus complètes qui fait consensus met en avant l'interaction entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Pourtant, cette interaction, elle n'a quasiment pas été étudiée. C'est beaucoup les psychologues qui étudient les traits, qui étudient, et chez l'hypnotisé, pas vraiment l'interaction. Mais je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui fait que dans une séance d'hypnose de rue, les gens acceptent? Et généralement, ce qui va être mis en scène, beaucoup, c'est le jeu. Dans mon mémoire de maîtrise, je distingue une figure qui est la figure du maître du jeu, c'est-à-dire qu'il y a la dimension ludique qui est vraiment mise en avant généralement par les hypnotiseurs pour convaincre les volontaires. On appelle ça dans le jargon des hypnotiseurs de rue, les gens qui acceptent de se faire hypnotiser, s'appellent les volontaires. Il y a une part de curiosité. C'est une part de curiosité qui est toujours présente. La plupart des gens qui arrivent à l'hypnose de rue sont les gens qui ont été curieux en disant à un moment, c'est vrai ou pas cette histoire? Ce que je vois quand je mesmère, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Donc, il y a cette curiosité-là. Et pourquoi est-ce que les gens qui font de l'hypnose de rue font de l'hypnose de rue? Je dirais c'est que c'est la façon la plus facile de faire de l'hypnose. C'est-à-dire que, contrairement à l'hypnose de spectacle, où il faut créer un spectacle, il faut avoir une salle, il faut que les gens payent, il faut se mettre en danger, hein, parce que quand on est sur une scène, si on essaye de faire un phénomène hypnotique et que ça ne marche pas, on est en danger. Dans la rue, il y a quelque chose de dédramatisé. On essaie quelqu'un, si ça ne marche pas, on lui dit au revoir, il s'en va, et puis sinon, on passe à une personne suivante. Finalement, c'est un espace de pratique qui est très, très commode pour les hypnotiseurs de rue, et c'est vraiment présenté comme ça dans l'ouvrage de Jean-Emmanuel Combes. C'est vraiment, vous voulez découvrir l'hypnose, et ben, un bon moyen de vous entraîner à faire de l'hypnose, c'est de le faire dans la rue. Voilà pour les petites réponses rapides. J'espère que je réponds à ta question. Merci pour l'éclaircissement. Hein, D'accord. Merci. Ensuite, il y a Bertrand qui a la main levée, ensuite Isaac, et on ira aussi là, dans le document tout de suite après. Alors, Bertrand. Oui, merci à tous pour ces trois présentations. Vraiment, c'était très intéressant. Effectivement, bien introduit au début, Dany, sur l'idée qu'on allait un peu sur des terrains qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Joël, juste pour répondre à ta question sur les motivations, non pas des gens qui acceptent de se faire hypnotiser, mais sur les motivations des hypnotiseurs, elles sont très nettes. C'est draguer les jeunes filles dans la rue. C'est très net sur les vidéos. Vous n'avez pas sélectionné n'importe lesquelles pour les extraits. Alors, et ça marche. Moi,
un truc sur interpellation. François, je suis bluffé par la suite que tu as dans les idées. Je ne sais pas si tu te souviens, mais un jour, on avait fait une visio avec Younes Karam. Il était aux 3/4 de sa thèse et il t'a présenté des données. Et tu avais fait, ah là, il y a interpellation, c'est quand il était sur une station-service et le patron, plutôt que de lui dire va nettoyer le terrain là-bas, il disait hey, c'est sale. Il l'interpellait. Et donc, j'aime beaucoup vraiment la façon dont vous travaillez ça là. Et alors, évidemment, j'imagine que tu l'as dit à Mathieu, mais il y a sur l'hypnose, il y a tout le passage, et Mesmer, et tout le passage dans Peters. En fait, on l'a oublié, moi, en lisant le bouquin, que les gens croyaient vraiment qu'il allait avoir une communication parfaite, directe entre les gens avec ça, quoi. Un peu comme avec les magnétiseurs. Il y avait toute une utopie de la com derrière l'hypnose qui explique la fascination qu'elle… Alors, tu as peut-être lu le bouquin, hein, Mathieu, je t'apprends peut-être rien. Mais en tout cas, c'est une piste… Bon, j'imagine François dès que le dire. Donc, j'adorais. Et alors, évidemment, sur les chats, on voit que tout peut se constituer et je trouve que la communication sur les chats fait complètement écho avec, je résume les chats, avec celle sur le travail à distance. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, la communication sur les chats? Elle nous dit que cette jeune entrepreneuse, même à distance, même sans connaître les gens, elle crée de l'émotionnel, elle crée du contact, elle crée presque du tout, le petit chien peut le caresser et tout, c'est n'importe quoi. Donc, elle est à distance et elle se retrouve à faire le truc le plus débile du monde qui marche normalement dans la rue. Ça marche à distance. Et donc, et je vais finir avec, comment elle s'appelle? Claire. Super terrain, bravo. Et j'aime beaucoup, beaucoup votre approche qui ne consiste pas à dire au début attention, on va être malheureux avec le travail à distance, mais d'aller voir concrètement, quand on revient sur la discussion tout à l'heure, on ne peut pas critiquer au départ, et de voir ce qui se passe et voir comment ils matérialisent finalement dans leur quotidien. Et c'est vraiment, j'ai hâte de voir les résultats que tu auras parce que je trouve que c'est la vraie question finalement. Est-ce que, bon, on est à distance, mais là, regardez, on est à distance, on se parle. Je ne vois pas spécialement de différence fondamentale dans ce qui se passe par rapport à ce qui se passe quand on était en présentiel. Par contre, c'est ce qui se passe chez nous qui change. Et tu as raison d'aller, je trouve, aller observer ça. Qu'est-ce que ça nous fait d'être à distance, non pas dans nos relations de travail, paradoxalement, mais nous, dans notre quotidien. Oui, merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est une des choses qui ressortait des 13 entretiens que j'ai menés. En fait, c'était que des personnes qui travaillaient à distance avant la pandémie et j'ai fait exprès de le choisir pour justement un peu sortir de ce qu'on entend tout le temps de oui, le télétravail, ça crée ça crée pas ça. En fait, sortir un peu de ces déterminismes un peu technologiques et sociaux. Donc, pour voilà, des gens qui avaient choisi ces modalités avant, mais il y avait quand même des éléments qui étaient tout le temps en renégociation dans leur pratique, en fait, vraiment quotidienne, avec l'espace, avec le matériel, etc. Parce que peut-être que ces personnes travaillaient à distance auparavant, mais peut-être pas les autres membres de leur foyer, leurs conjoints, les enfants, etc. Là, bon, je sais pas, il y a des animaux et trucs qui se passent. Ils étaient à distance, mais auparavant, les autres interlocuteurs ne l'étaient pas, en fait. Ou alors pas autant, ou alors peut-être qu'ils étaient à distance que de temps en temps, puis peut-être qu'ils étaient à distance, mais puis peut-être pas de chez eux. Ou alors, en fait, donc j'ai essayé de mettre la focale, en fait, sur ces éléments-là. Enfin, c'est ce que j'aimerais creuser, en fait. C'est le début, donc je suis preneuse de toutes suggestions. Mais c'est vraiment sur là que j'aimerais mettre la focale pour en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un angle mort. Alors, je me permets juste désolé. Rapidement, pour qu'on ait le temps de passer tout le monde rapidement. Oui. Bon. L'idée, c'est que justement, il y a une bascule là où le présentiel était la norme et les distanciels exceptions, c'est l'inverse. Et donc, les compétences qu'on pouvait avoir développées dans le distanciel avant ne sont peut-être pas remobilisables exactement pareil maintenant. Bon, j'arrête. C'est un truc qui me passionne. Merci. Ensuite, on avait Isaac. J'irai au document et François, on retournera à toi. Oui, merci. Donc, je vais revenir vite sur la question de l'hypnose, parce que, bon, ça a été touché un peu, Mathieu a parlé, mais
je pense qu'il y a la question un peu magique. Et c'est-à-dire, il y a la question, on ne comprend pas, il y a un certain mystère derrière l'hypnose. Et bien sûr, dans ces situations, on n'est pas, par exemple, dans un entretien de travail. C'est-à-dire, on pourrait effectivement étudier l'organisant, ou je ne sais pas comment on l'appelle, dans un entretien de travail. Mais dès qu'on va étudier ça, cet aspect organisant, dans une situation où il y a un peu de mystère, de magie, j'imagine que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, on n'est pas dans le même type d'organisant. Donc, juste un commentaire de la part de Mathieu, François. Et après, sur la question de... Parce que je vois le corps tant dans la présentation de Claire comme de, je pense, Simone. C'est la question. Moi, ça m'intéresse beaucoup dans les extrêmes. C'est-à-dire que je m'intéresse, par exemple, le corps déformé, grotesque, etc. Ou maintenant, on peut plus, c'est plus le grotesque, mais c'est le kitsch qu'on a vu. Certainement, le beau chat, là, c'est typiquement kitschy. Donc, mais je vois aussi, c'est intéressant dans la recherche de Claire, que c'est le corps, pas dans une situation extrême, mais dans sa quotidianité. Donc, un commentaire sur ça, c'est ce corps qui est là, qui essaie de se détendre, qui essaie de faire ci, de faire ça. Donc, c'est juste de réflexion, mais sur la question de la magie ou le mystère, quel rôle cet aspect joue dans l'organisant ou cette idée d'organisation? Alors, très rapidement, sur cette notion-là, il faut savoir qu'une grosse partie du discours des hypnotiseurs de rue, dans ce qu'ils appellent le pré-talk, donc la phase initiale, le moment où on parle à la personne de l'activité qui va être menée, et il y a un phénomène qui se veut être de la démystification ou de la démythification de l'hypnose. Donc, il y a beaucoup de propos qui sont là pour ramener justement ce mystère à un phénomène très quotidien. Vous l'avez vu un petit peu dans l'extrait, à dire cette dimension, c'est un petit peu comme dans la vie vous arrive ça. Donc, probablement que ça joue, mais de façon assez intéressante, il y a quand même une lutte contre ça. Et la différence par rapport à un entretien d'embauche, par exemple, c'est que l'entretien d'embauche, il y a en quelque sorte une organisation préexistante et une rencontre de l'individu entre cette organisation préexistante. Là, c'est vraiment l'idée que la forme organisée n'est pas préexistante à la rencontre, elle existe. Bien sûr, il y a des processus, bien sûr, il y a des règles qui existent en amont, et c'est pour ça qu'on ne peut toujours pas répondre à, entre guillemets, un peu le cas des CCO, de dire qu'est-ce qu'il y a d'abord, la communication ou l'organisation. Il y a des règles qui sont en amont quand même, donc on est toujours dans ce cycle de, il n'y a pas l'un qui produit l'autre, c'est de l'auto-entretien. Mais, enfin, ce que j'appelle peut-être mal de l'auto-entretien, mais voilà, c'est ce qui fait la différence avec ces approches-là. Et sur une autre petite note, il y a des rapports avec la magie, évidemment. Dans la discussion de mon mémoire de maîtrise, je fais un rapprochement entre les figures, pour utiliser le concept de ventriloquie de François, des figures utilisées par les hypnotiseurs de rue et certaines figures qu'on peut trouver dans des travaux en anthropologie qui retranscrivent les paroles de gens qui font de la magie ou de la sorcellerie. Voilà, donc il y a un parallèle, mais je pense que ce parallèle est plus large et qu'on pourrait aussi mener cette réflexion, par exemple, sur les médecins et sur notamment la proportion à parler pour l'autre. Vous avez déjà vécu ça, vous connaissez déjà ça, je ventriloquise l'autre. Et évidemment, le reflet intéressant qui est, quelque part, avant même que la séance d'hypnose commence, je manipule la personne dans mon discours. Je lui fais déjà faire des choses métaphoriquement. Et si je peux me permettre, ce qui est particulièrement intéressant, une fois que la personne est hypnotisée, c'est qu'elle devient le ventriloque de quelque chose dont elle n'a pas conscience, mais qui vient quand même d'elle. Je me mets à parler de choses que je n'aurais pas dites, n'eût été du fait que je suis hypnotisé. Alors, je suis le ventriloque de mon propre ventriloque intérieur. En tout cas, il y a quelque chose d'assez, comme une mise en abîme assez intéressante. Enfin, petit commentaire. Il nous reste pas beaucoup de temps. François, tu avais la main levée. Peut-être que finalement, on terminerait avec toi pour poursuivre ensuite avec la conclusion et le récapitulatif de la journée. Bon, c'est juste deux petites remarques. J'ai beaucoup apprécié la présentation de Simon. En fait, j'imagine, enfin, je ne sais pas si tu veux tourner vers l'identité, mais ça faisait beaucoup écho effectivement aux présentations d'hier sur l'identité. Et dans l'identité, enfin, tu le sais comme moi, il y a idem, donc il y a le même, cette idée de répétition du même, c'est pour ça qu'on identifie quelque chose, justement. Il y a une identité parce qu'il y a de la répétition, il y a de l'itération.
Puis là, on voyait bien ça, effectivement, avec le chat, avec, tu sais, avec l'idée, par exemple, aussi de la torréfaction. Je suis le seul torréfacteur. Tu vois, cette identité qui se base effectivement sur quelque chose qui est stable, qui demeure, enfin, qui s'étire dans le temps et enfin, surtout dans le temps, en fait. Donc ça, c'était un point, mais bon, rien de nouveau d'une certaine manière, mais je pense que travailler un peu sur cette question pourrait être intéressant. Et puis pour Claire, j'ai vraiment beaucoup aimé ta présentation. Je me disais que bon, ce qui avait intéressant dans... ça y est, j'ai perdu le fil de mon idée, excusez-moi en direct. Oui, c'est ça, avec la manière dont sur la planification, enfin, j'ai beaucoup aimé cette idée du calendrier qu'il utilise pour reconstruire des marges de manœuvre, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, il fait parler son calendrier. Pour le coup, c'est la ventriloquie presque idéale, c'est-à-dire le calendrier me dit qu'il est occupé là, 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 et là, et là, donc je ne peux pas l'embêter pendant ce moment. Mais en fait, derrière, il y a le ventriloque qui fait autre chose et qui utilise ce calendrier comme protection. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Enfin bon, je fais que répéter ce que tu as déjà dit, mais j'ai trouvé ça très, très fin et très, très bien fait.